Bonjour à chacune et à chacun. Je vais d'abord me présenter succinctement. Je m'appelle Alain Boer, je suis formateur PRH depuis une dizaine d'années, personnalité et relations humaines, et j'ai une autre vie avant. J'étais chef d'entreprise, c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à Bull. J'ai dirigé la société Honeywell NRAF Tank System. De formation, je suis technicien, je suis docteur avec un MBA quelques années plus tard, et plus récemment, j'ai complété ma formation PRH par un certificat de médiateur à l'Institut Kurt-Busch à Sion. Avant de vous présenter le contenu, le cœur de la présentation, je vous présente quelques éléments sur notre école de formation. PRH est une école internationale de formation et de recherche sur l'être humain et elle est présente en Suisse depuis 1983. Nous sommes certifiés EDUCA en tant qu'organisme de formation depuis 2009. C'est une école qui est présente sur les 5 continents, environ une trentaine de pays, et je dirais à l'échelle internationale, nous sommes une petite école de 150 formateurs, dont 4 se trouvent en Suisse, 2 en Suisse romande et 2 en Suisse alémanique. Les objectifs que nous poursuivons avec cette formation, c'est d'une part le développement personnel et professionnel, donc on touche aussi des publics qui ne sont pas que des salariés ou des chefs d'entreprise, on touche aussi le public des parents ou des couples ou des individus quels qu'ils soient. C'est également l'amélioration des relations humaines, des relations interpersonnelles, c'est un de nos fers de lance, et également l'optimisation de tout ce qui concerne le fonctionnement des groupes, de l'intelligence collective, et ça concerne les entreprises et les organismes. Comment optimiser la qualité de la performance de ces groupes. Pour atteindre ces objectifs, nous proposons des formations qui sont soit des formations en externe, soit des formations en interne dans une entreprise, à la fois sur la base de programmes que nous proposons à tous nos publics, ou bien du sur-mesure si l'entreprise a des besoins spécifiques. À côté de ça, nous avons un certain nombre de services, la supervision, que nous appelons chez nous l'accompagnement individuel, pour aller plus loin sur une problématique personnelle, le coaching pour des gens qui veulent atteindre des objectifs personnels ou professionnels, et également la médiation, notamment la médiation d'équipes professionnelles, d'équipes qui sont en souffrance, d'équipes qui sont en difficulté communicative. Nous pouvons intervenir à ce niveau. Quelques mots sur notre pédagogie. La pédagogie que nous utilisons à PRH est une pédagogie qui repose sur la relecture de son expérience personnelle, la relecture de chaque stagiaire de sa propre expérience, dans le contexte où elle vit, dans le contexte professionnel, ce qui permet à la personne à la fois de retrouver ses points d'ancrage et les manières de faire les plus efficaces, mais aussi les limites, voire les entraves qu'elle trouve dans son fonctionnement. Ce travail est guidé et accompagné par le formateur et la formatrice. Au passage, nous avons des petits groupes, c'est-à-dire qui n'excèdent pas 12 personnes, parce que notre travail à nous formateurs est un travail individualisé à chaque personne, même si le travail se fait dans un groupe. Et nous donnons des outils et des repères aux personnes qui sont applicables, bien entendu, en dehors de la formation, et qui sont des outils simples. Le fondateur de PRH, qui s'appelle André Rochet, était quelqu'un qui était un enseignant à la base, et il voulait vraiment que tout ce qui concerne le développement d'une personne soit accessible à tout un chacun de manière simple, sans avoir un doctorat en psychologie. À la base de cette psychologie et de cette psychopédagogie, nous avons une vision, la vision de l'être humain, qui est une vision de type rogerienne. Nous avons une vision positive sur les personnes, sur les groupes. Positive ne veut pas dire naïve, hein. Nous avons une vision saine des personnes et des problématiques, mais nous avons confiance, nous avons foi, on pourrait même dire que l'humain a les ressources en lui pour mener à bien ses activités. Alors un autre constat sur lequel s'appuie notre pédagogie, je reviens en arrière, c'est l'efficacité de l'autodécouverte. On peut apprendre beaucoup en lisant, on peut apprendre beaucoup en recevant des conseils,
mais on apprend surtout par l'expérience, c'est-à-dire qu'on apprend surtout par ce qu'on a expérimenté soi-même. Et tous nos stages ont pour objectif d'aider les personnes à apprendre par elles-mêmes pendant le stage et en dehors du stage. Alors, venons-en maintenant à notre vision de qu'est-ce que c'est un leader. Un leader, c'est évidemment quelqu'un qui conduit une équipe, qui conduit une entreprise. Ça peut être un dirigeant, ça peut être au niveau d'une équipe, au niveau d'un groupe, dans une société à but lucratif ou pas, peu importe. C'est quelqu'un qui va mener d'autres personnes. Et pour mener ces autres personnes, eh bien, nous avons identifié une dizaine de compétences que l'on peut regrouper en 4 catégories. La première catégorie concerne ce que nous appelons le déploiement de la mission de l'entreprise ou de l'organisme. La deuxième catégorie va concerner le soin que l'on apporte aux relations professionnelles à l'intérieur de l'organisme ou de l'entreprise. La troisième série de compétences, nous l'avons intitulée « Le climat et la mobilisation du groupe ». Et la quatrième, l'humanisation de l'entreprise ou de l'organisme. Alors on va les prendre l'une après l'autre, tout simplement. Au niveau du déploiement de la mission, dans ce secteur, 2 compétences sont importantes pour être un leader. La première, c'est d'être porteur de neuf. Un leader apporte une nouveauté dans une entreprise. Cette nouveauté peut être en termes de produits, en termes de services, en termes d'offres, en termes de style de management, mais il apporte du nouveau. Il apporte un souffle dans l'entreprise. D'un côté, personne n'est irremplaçable. On est tous des êtres qui pouvons être remplacés, mais en même temps, chacun est unique. Donc le leader a cette capacité d'apporter du neuf à l'entreprise. La deuxième compétence, c'est qu'il doit être porteur d'une vision pour l'entreprise. Un leader est quelqu'un qui a cette capacité d'avoir les pieds complètement ancrés, je dirais, dans la glaise, de bien connaître le fonctionnement de son entreprise, le fonctionnement de son groupe, et en même temps, c'est celui qui a la vision au loin. Parce qu'il n'y a pas d'autre personne que le leader qui voit au loin. Donc son rôle va être à la fois de bien gérer le quotidien, mais aussi d'être capable de dire, voilà les forces et les faiblesses de notre entreprise ou de notre groupe, voici les opportunités qui se présentent, voici les menaces aussi qui se pèsent sur notre activité, et en fonction de ça, de définir une stratégie d'entreprise. Corollairement, un leader n'est pas quelqu'un qui est spécialiste. Alors en général, un leader, il vient d'une origine. Moi, j'ai une origine technique. Quelqu'un peut avoir une origine marketing, ou une origine de production, ou une origine de service, peu importe. On a tous des origines. Mais le leader, il a cette capacité de s'ouvrir à d'autres compétences, de s'ouvrir à d'autres domaines. Parce que pour être leader, il faut comprendre un peu comment fonctionne l'économie, comment fonctionne la psychologie, comment fonctionne la culture, les personnes. Donc, ça veut dire qu'il va s'intéresser à autre chose que simplement son domaine de prédilection. Toutes les nouvelles technologies, et Dieu sait qu'il y en a dans ce salon, vont faire partie aussi de ceux dont il faut être conscient sans forcément être un spécialiste là-dedans. Venons-en à la deuxième catégorie de compétences qui touche le soin aux relations professionnelles. Alors la première compétence, c'est le sens des responsabilités, le respect des responsabilités à tous les niveaux dans l'entreprise. Un vrai leader respecte les relations hiérarchiques vis-à-vis de ses subordonnés, vis-à-vis de ses collaborateurs. Il ne va pas faire du court-circuit en sautant 1 ou 2 étages pour aller donner des ordres en dessous à N-2 qui vont bien entendu être obligés de les appliquer, sauf qu'entre-temps, il y a les 2 chefs N-1 et N qui vont être frustrés, voire vexés. De la même manière, il respecte les relations hiérarchiques au-dessus de lui et vis-à-vis de ses pairs. Donc il est capable de savoir quels sont les territoires de responsabilité de chacun. Et un leader tient en même temps ces deux réalités, c'est de respecter le territoire des autres, mais aussi de s'y intéresser. Parce que si on ne respecte pas le territoire des autres,
c'est la foi d'empoigne. Et si on les respecte trop et qu'on s'en désintéresse, on construit des chapelles à l'intérieur d'une entreprise. Et j'ai des exemples. Je pense que vous en connaissez peut-être aussi. Il y a des exemples de ces entreprises ou de ces organismes où les gens travaillent indépendamment les uns des autres, voire font 2 fois la même chose. Autrement dit, il y a une dialectique de l'affirmation de soi en tant que leader, tout en respectant les autres en tant qu'êtres humains qui ont aussi leurs responsabilités et leurs devoirs. Un leader est également un facilitateur de structure. Qu'est-ce que ça veut dire? Son rôle est d'aider ses collaborateurs à bien vivre l'organisation qui est mise en place. Les procédures qui sont mises en place. C'est un de ses rôles, d'aider ses collaborateurs à les vivre, y compris pour celles qui ne lui plaisent pas à lui. Par contre, en tant que leader, il a une certaine position hiérarchique et selon son territoire de responsabilité, il va, dans d'autres instances, essayer de faire avancer la hiérarchie ou avancer l'organisation en fonction d'un mieux, mais il ne va surtout pas venir se plaindre à ses collaborateurs du dysfonctionnement d'entreprise. Il n'y a rien de pire pour démotiver les gens que de venir utiliser ses collaborateurs comme souffre-douleur. Donc le leader tient ces deux choses, à la fois faciliter l'acceptation de la structure telle qu'elle est, tout en essayant d'améliorer s'il y a lieu d'améliorer. Dans le secteur du climat et de la mobilisation du groupe, un leader, c'est quelqu'un qui mobilise son groupe, c'est quelqu'un qui stimule son groupe. Alors, il y a plusieurs manières de mener les gens. Vous en connaissez, on les connaît toutes à peu près. Il y a le chantage, c'est-à-dire, si vous ne faites pas ce que je vous dis, c'est peut-être la porte ou c'est un changement de fonction. Bref, il y a une sanction. On met une pression. Un deuxième mode de fonctionnement, c'est de donner des ordres, de dire je suis le chef, je vous demande de faire ce que je vous ai demandé, parce que je suis mon chef. Je suis le chef, donc j'ai un pouvoir hiérarchique sur vous. Ces deux modes de fonctionnement mettent une pression d'extérieur chez les gens. Si vous voulez être un leader, il faut utiliser une troisième méthode qui suppose, premièrement, que vous-même, vous soyez au clair sur vos propres motivations, pourquoi vous faites votre job, quelles sont les valeurs que vous vivez dans l'entreprise ou dans l'organisme, et à partir de là, vous allez convaincre, vous allez amener vos collaborateurs à partager ces valeurs. Et je vous assure que quand on est à ce niveau-là de collaboration avec ses collaborateurs, enfin de stimulation, les gens vont travailler non pas par une pression, mais parce qu'ils ont du sens à ce qu'ils font. Ça donne d'autres résultats. Notamment en cas de crise. Quand il s'agit de donner un coup de collier pour livrer des clients ou pour sortir l'entreprise d'une situation difficile, si vous avez utilisé le mode chantage ou le mode pouvoir hiérarchique, vous n'avez pas les mêmes résultats que si vous avez fonctionné au mode influence. Une autre caractéristique, c'est la capacité de transmettre, la capacité de communiquer. Un leader est quelqu'un qui sait communiquer ce qu'il est important de communiquer pour la mission d'entreprise. Alors ça veut dire, évidemment, il n'y a pas tout à dire, il est en possession d'informations que ses collaborateurs n'ont pas à avoir, mais par contre, il doit vérifier que ce qui est nécessaire est transmis et compris. Un leader est quelqu'un d'humain. Ça n'est pas une machine, ça n'est pas une voie GPS. J'ai rien contre les GPS, hein. Mais la voie qui me donne les indications dans la voiture, elle n'est pas très intéressante, hein. Elle est un peu monocorde. Et surtout, elle ne se vexe jamais quand je change. Quand je fais des erreurs, elle ne se vexe jamais. Ça, je ne sais pas comment elle fait. Bon, trêve de plaisanterie. Un leader est quelqu'un qui est capable de transmettre des sentiments, des émotions qu'il est dit. Alors, il ne s'agit pas d'étaler sa vie, mais il s'agit de montrer qu'on est un être humain avant d'avoir une fonction. Une autre chose, c'est veiller à la congruence entre le discours et le non-verbal.
quelqu'un qui a la voix tremblante et qui dit l'entreprise va super bien, on fait des très bons résultats, je vous garantis qu'on va croire ce qui émane de la personne et pas son discours. Le non-verbal est beaucoup plus important que le verbal. Donc attention à la congruence. Et le dernier point dans ce domaine, c'est créer un climat d'équipe, une ambiance de groupe. Ça veut dire le leader, il a le souci de l'ambiance. Ça veut dire qu'il va être à l'écoute d'une part de ce qui se passe. Il peut y avoir des moments de tension, on les repère, on en parle. On va aussi peut-être organiser des petites fêtes pour les anniversaires ou je ne sais quoi. Peu importe les moyens, mais il y a le climat du groupe qui est important. On va fêter un succès pour remercier les personnes. Et surtout, un leader sait gérer les tensions et les conflits. Autrement dit, c'est quelqu'un qui est à l'affût des tensions et qui les gère, plutôt que d'attendre que ça devienne des conflits. Il n'y a rien de pire que d'attendre pour que les conflits augmentent. Et quand il y a un conflit, ça veut dire qu'il y a rupture de relation, et ça pose un problème par rapport à la mission d'entreprise. C'est-à-dire que ça péjore la mission d'entreprise. Donc tout ce qu'on fait en amont pour éviter les conflits va permettre d'atteindre les objectifs. Enfin, le troisième secteur, nous l'avons appelé humanisation d'entreprise. C'est un grand mot, hein. Mais quelqu'un m'a dit hier, alors je ne sais plus si c'est pour 2018 ou 2019, mais c'est l'année le mot du petit Robert, c'est la bienveillance, j'ai entendu. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, la bienveillance. Alors l'humanisation, ça intègre aussi cette attitude de bienveillance vis-à-vis des uns et des autres. Alors, dans ce secteur, une compétence importante qui est nécessaire de développer, c'est de chercher et de susciter, de permettre aux talents de se révéler. Un leader est quelqu'un qui est au fait de ses équipes, qui connaît les personnes et qui essaye de repérer de quoi elles sont capables individuellement et qui va aider les personnes à se déployer. Ça veut dire aussi que je dois accepter que quelqu'un va être peut-être meilleur que moi dans un domaine. Hein, c'est le disciple qui va dépasser le maître. Mais je vais vivre ça comme une complémentarité et pas comme une concurrence. Un point important aussi, ils sont tous importants. Hein. Un leader prend soin de sa propre croissance. Quelle est mon harmonie de vie? Est-ce que c'est équilibré ma vie de famille, ma vie de couple, ma vie de loisirs, la vie avec mes amis et ma vie professionnelle? S'il y a un déséquilibre trop grand entre ces différents facteurs, ça va se traduire tôt ou tard par un problème et mon leadership va baisser. Bon, je ne pourrai plus être un leader ajusté, je vais dire, si le reste de ma vie est en lambeaux. Je ne pourrai pas être un leader longtemps si je suis bientôt en état de burn-out. Donc, ça fait partie de la responsabilité d'un leader de prendre soin de lui, de sa solidité personnelle, de sa maturité affective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sa capacité à gérer ses émotions, à les comprendre et voir, à travailler à l'amélioration de certaines réactions qui peuvent être handicapantes dans les relations. Et également, la capacité à prendre des décisions constructives. Et une décision constructive, c'est pas forcément uniquement en lien avec l'entreprise, ça peut très bien dire, ce soir à 16h, je pose mon stylo ou mon ordinateur et je vais prendre un temps avec mes enfants plutôt que de continuer à bosser au bureau, par exemple. Il y a une notion, je pense encore à ce point, il y a une notion, on a un temps qui est limité, et il ne s'agit pas de les opposer les uns aux autres, les temps qu'on a dans nos vies. Il s'agit de les rendre complémentaires, de façon d'avoir une vie équilibrée. Le dernier point, c'est un plus d'apport en humanité. Alors, il y a le côté interne à l'entreprise, ou au groupe dont je suis responsable en tant que leader. Ça veut dire faire attention à l'ambiance, à l'ergonomie de travail, faire attention aux questions de santé, aux questions de sécurité aussi, notamment quand on est dans des productions. Et puis, il y a le côté positionnement de l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur.
même si on est digitalisé, même si on est dématérialisé, on est quand même à un endroit. Et les collaborateurs seront fiers d'appartenir à une entreprise qui a une implantation locale et qui participe de manière adéquate à la vie locale. Donc un leader doit avoir cette attention aussi, qui va permettre aussi de favoriser l'adhésion des personnes au projet de l'entreprise. C'est ce que j'appelle le plus d'humanité. Alors si je résume ce que je viens de dire, alors il y a une image qui arrive là. Un leader, il est au gouvernail. Hein. Il est au gouvernail d'un bateau qui est plus ou moins grand selon sa responsabilité, bien entendu. Ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un chef de service, un chef de groupe, ou chef de projet. Et c'est un peu comment on dit, la proue. L'avant, c'est la proue. Hein. J'ai beau être dans les bateaux, je sais jamais c'est la proue. Je me tourne vers mes anciens collègues. La proue du navire. Donc, la première chose, c'est de savoir où on va. Donc, on retrouve la vision et puis le fait d'apporter du nouveau, hein, qui caractérise le déploiement de la mission. Ensuite, derrière, il y a le côté structure, c'est-à-dire l'entreprise, elle a une certaine organisation et si je suis leader, je vais aider, je vais moi-même respecter cette organisation, quitte à l'améliorer, et je vais faciliter les structures pour les autres. Le troisième, c'est les équipes dont je suis responsable. Il s'agit de les stimuler, il s'agit de les accompagner, il s'agit de transmettre ce qu'il y a à transmettre, et il s'agit de créer un climat favorable pour une bonne ambiance de travail. Et enfin, le dernier point, c'est l'humanisation. Alors, ça veut dire chercher les talents et les stimuler, les accompagner. Ça veut dire d'une certaine manière que le leader, il est aussi un coach pour ses collaborateurs. Avoir une solidité, enfin, en tout cas, travailler à s'améliorer au niveau de sa solidité personnelle et apporter un plus d'humanité. Voilà ce que je souhaitais vous partager, qui est un peu notre vision à PRH de qu'est-ce que c'est un leader, quelles sont les compétences qu'il est important de développer pour être un leader. Quelqu'un me disait ce matin, mais un leader, on est leader au sens lettre, ou bien on le devient. Alors j'ai dit, ça dépend. On ne peut pas devenir un leader si on n'a pas la fibre d'un leader, ça c'est sûr. Ça veut dire qu'on a en germe les capacités et toutes ces compétences que je viens de vous citer. Par contre, pour le devenir, il va falloir les développer. Et on va les développer par l'expérience, par le travail et par les résultats qu'on peut obtenir. Alors, je vous rassure sur un point, il n'y a pas besoin d'être au top de la performance sur tous les secteurs pour être un bon leader. Mais le leader va être aussi capable de s'associer à d'autres personnes pour combler des manques. Et c'est là qu'on peut vivre une complémentarité, soit avec un adjoint, soit avec d'autres personnes, ça dépend des structures, pour les choses sur lesquelles on est un peu moins doué. Parce qu'il n'y a pas de leader parfait. Alors, pour ce qui nous concerne, nous avons des formations, un certain nombre sont affichées ici, de formations sur les leaders, la gestion des conflits, l'intelligence émotionnelle. Ça, c'est des propositions de formation, puisque nous sommes un organisme de formation. Il y a des services plus ciblés pour l'accompagnement et de la médiation. Et puis, on a également des ouvrages qui sont à disposition sur notre stand. L'ouvrage de référence, La personne et sa croissance, vous livre en fait tout le fruit de nos recherches à PRH sur l'anthropologie de l'être humain, dans le sens de qu'est-ce que c'est qu'une personne humaine, qu'est-ce que c'est que la croissance d'une personne, et puis comment fonctionnent les relations. On regarde un peu tous azimuts le fonctionnement de l'être humain en lien avec les autres, on regarde les fonctionnements de groupe également, tout c'est dans ce livre. Et puis, plus ciblé, on a un ouvrage sur s'affirmer sans tout casser, qui est quand même une dialectique qui est importante de vivre en entreprise. S'affirmer, oui, mais pas à n'importe quel prix. Et puis un autre ouvrage sur la capacité décisionnelle. Nous avons développé à PRH une méthode de décision que nous livrons dans ce livre, que nous livrons dans cet ouvrage, pour qui veut progresser dans la pertinence de sa manière de décider. Voilà. J'ai fini ma présentation. Je vous remercie de votre attention et je réponds
Si je peux, bien entendu, dans la mesure de mes compétences, les questions qui se Pardon, merci beaucoup. Il vous reste effectivement un peu de temps pour poser des questions. Si vous avez des questions, faites-moi signe, je vous amène le micro. J'espère que je n'ai pas endormi. Alors, pendant que vous réfléchissez, moi j'ai une question. Ça vous aide pas que je descende un peu? J'aime pas. Alors, vous êtes plus en lumière si vous êtes dessus. Moi j'ai une question. Vous parlez que finalement vous dites que le leader doit apporter du neuf. Comment est-ce qu'un leader aujourd'hui, parce que pour apporter du neuf, il faut se nourrir aussi. C'est difficile d'apporter du neuf si on ne se nourrit pas des nouvelles choses finalement. Comment est-ce que vous conseilleriez un leader pour se nourrir, pour être en mesure d'apporter du neuf? Alors ça rejoint une autre compétence dont j'ai parlé, c'est cette capacité d'avoir l'œil un peu partout. Un leader, basiquement, il y a un côté généraliste. C'est quelqu'un qui est curieux, qui s'intéresse à des choses. Et par cette curiosité qui fait partie aussi de sa personne, donc qui est naturelle au départ, eh bien, il va être intéressé, par exemple, les nouvelles technologies, ou bien qu'est-ce qui se passe au niveau de la psychologie humaine, quels sont les derniers états de l'avancement là-dedans, ou bien qu'est-ce qui se passe au niveau de la culture. Il y a ce côté d'ouverture qui va nourrir, en fait, cette personne, qui va le nourrir pour aussi avoir un meilleur équilibre, un bon équilibre dans sa vie et dans le neuf qu'il apporte. Mais le neuf, il faut bien l'entendre, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Le neuf qu'apporte un leader, c'est quelque chose qui porte en lui. C'est une manière d'être qui est spécifique à chacun. Et donc, par exemple, quand on remplace quelqu'un, ça a été mon cas, hein, j'ai remplacé un directeur pratiquement dans une demi-journée, on va dire. On lui a dit au revoir, et puis on m'a dit, voilà, c'est toi qui prends, si tu es d'accord. J'avais l'image de ce chef. J'aurais pu dire, j'aimerais être comme lui parce qu'il avait des bons côtés, etc. Mais en fait, non. C'est ma façon à moi qui va être importante. Donc en fait, ça, c'est en germe chez chacun. Hein. Et il s'agit de développer ça, mais d'être conscient en même temps. Il y a plus de conscience qui est nécessaire pour vraiment asseoir son leadership sur des choses bien en place en soi. Et notamment dans les périodes de crise, j'en ai parlé un petit peu, ou dans les périodes de conflit, il s'agit d'autant plus d'être ancré. Parce que souvent, c'est un peu comme quand il y a de la neige et qu'on est en montagne et qu'il y a des bourrasques, même avec une boussole et un GPS, on n'est même pas vraiment sur le chemin. Hein. Et il faut quand même y aller. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, si ce n'est pas le cas, je vous remercie pour votre présentation. Et merci. Vous pouvez retrouver M. Grammoir sur le stand numéro 37 si vous avez envie de discuter avec lui de façon plus directe. Vous êtes le bienvenu.